C'est dans un décor majestueux du massif de Charlevoix que la luge alpine charmera les amoureux de sports d'hiver. Que vous soyez seul ou accompagné, le parcours de 7,5 km sur neige naturelle ne laisse personne indifférent. Je suis tombée genre 4 fois. C'était le début, ça a été un peu difficile, mais c'est vraiment accessible à tous. Moi, j'aime beaucoup le contrôle. C'est pas comme de la glissade sur tube où tu fais juste glisser 200 mètres. Tu as quand même un bon moment où tu peux contrôler vraiment ce que tu vas. Unique en son genre et développée en 2011 par le groupe Le Massif, cette activité hivernale n'a cessé de gagner en popularité avec les années. Malgré un début de saison tardive cette année, causé par le manque de neige, les Québécois sont au rendez-vous. C'était au-dessus de mes attentes. Ouais. C'était super cool. Si tu veux essayer quelque chose de différent en hiver, je trouve que ça vaudrait vraiment la peine. Ouais. Avant d'arriver au sommet, qui est à un peu plus de 800 mètres d'altitude, les participants doivent remplir quelques formalités pour ensuite prendre place dans un 4 luges, un transport à chenillettes. Masques de procédure et distanciation sociale sont de mise. Une fois au sommet, le plaisir est contagieux. Les patrouilleurs donnent les derniers conseils de sécurité aux lugeurs avant de se lancer dans le vide à tour de rôle. Du bonheur à l'état pur. Premier arrêt, le chalet. Les guides prennent le pouls de l'équipe et poursuivent les indications pour la prochaine descente. Une vue panoramique sur le fleuve nous accompagne jusqu'au belvédère. Ici, on fait quelques ajustements avant de poursuivre la descente. Attention aux signalisations, les courbes sont de plus en plus serrées. Troisième arrêt, la passerelle Saint-François. Moment contemplatif avant d'entreprendre la dernière descente. Émotion forte garantie. Le parcours de luge se termine tout près de la zone d'embarquement pour télécabine après 2 heures de plaisir et d'adrénaline. Pour toute information, rendez-vous sur le site lemassif.com/fr/luge. Bonjour Bruno Blanchet, Bonjour Elisabeth, bienvenue dans Charlevoix. merci beaucoup. On a pensé, comme tes coureurs, faire notre entrevue à la course. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente? Je suis prête, moi. Aucun problème. Alors on y va? Oui, ça va être une première en plus. Pensez-vous que vous allez être capable de me suivre avec ça? T'as quoi comme moteur là-dedans? Bruno, depuis quand tu cours? Ça fait véritablement 17 ans. OK. J'ai commencé à courir aux îles Fidji, Wow. sur la plage, OK. parce que je faisais de la plongée sous-marine, puis l'après-midi, j'avais rien à faire. OK. Fait que je me suis mis à courir parce que je suis quelqu'un d'actif. Et puis j'avais besoin de faire du sport. Et par hasard, mon prof de plongée, c'était un grand coureur de cross-country. Ah, OK, wow. Et là, il me regardait courir les premiers temps. Ça le faisait rire. Il disait, tu cours donc bien mal. et puis là, il s'est remis à la course avec moi. Et puis on s'est organisé des demi-marathons pour le plaisir. OK. Et là, j'ai participé à ma véritable première course en 2004 Ouais. sur l'île de Taveuni, aux îles Fidji. OK. Et puis, je me pensais bien bon. Et je pensais que j'allais comme... Gagner. Peut-être, ouais. Oui. Et puis, je courais et puis
dès le départ de la course, je me suis aperçu que, OK, il y en a d'autres qui courent plus vite. Ah ouais. Et là, j'ai entendu flic, flac, 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 flic. Je me suis reviré. C'est un petit garçon d'à peu près 8 ans, Qui courait? en gougoune, Oh mon Dieu. qui m'a dépassé. Flic, flac, 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 flic, flac. Depuis ce jour, cours-tu en gogoune, Bruno? Non, ben j'y ai pensé. J'ai dit, c'est peut-être la façon de faire. Non, mais je me suis dit, il y a du travail à faire. Ouais. C'est ce que j'aime de la course, c'est que c'est pas toujours à recommencer. Ouais. Parce que le muscle a de la mémoire. Ouais. Chaque expérience, comme celle d'Arikana, va t'apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit à propos de la course, que ce soit à propos de toi-même. Parce que le monde, il pense qu'on est fou quand on fait des ultras. Mais c'est intense courir pendant C'est plus de intense. 100 km. Là. C'est intense, mais il n'est pas question de folie parce que, au contraire, je pense qu'il faut être sensé pour faire ça. Salut! Oh, excusez-moi. En Thaïlande, quand on court, tout le monde se salue. Je ne sais pas si c'est comme ça ici. Oui. Vous savez que c'est la première fois que je cours au Québec. Ah oui? La première fois. Comment ça? Parce que j'ai couru toutes mes courses en Asie. OK. J'ai couru aux Philippines, j'ai couru au Japon, en Thaïlande, beaucoup, énormément. Donc, c'est ma première expérience en sol québécois. Wow. Et j'ai un beau souvenir de Baie-Saint-Paul que j'aimerais partager avec vous. Ben oui. Quand j'ai créé l'émission Le Studio Ouais. au Canal Famille, j'ai loué un chalet ici à Baie-Saint-Paul OK, oui. avec vue sur le fleuve. Et ma première saison de télévision a été composée ici, a été écrite ici. Est-ce que la course, ça te libère l'esprit ou au contraire, tu penses à plein d'affaires quand tu cours? La course libère l'esprit, oui. Surtout en sentier. OK. Parce que, et à un moment donné, tu oublies que tu es en train de courir Ah oui. parce qu'il y a des obstacles, des montées, des descentes, et tu gères ton énergie, tu gères ta consommation d'eau, tu gères le terrain. Fait qu'à un moment donné, oups, hey, on est rendu à 30 km. Peut-être pas 30 là, d'un coup, là, mais tu sais, les étapes viennent vite parce qu'on est constamment sollicité. Et puis, ce qu'il y a de magnifique dans la course en sentier aussi, c'est qu'il y a une solidarité qui est particulière. Quand tu vas courir des marathons, les gens poussent puis ils vont comme ça tout le temps. Alors que quand tu fais des ultras, tu as le droit de t'arrêter, tu as le droit de jaser, tu as le droit de faire des selfies si ça te tente. Là, OK. tu sais. Tu peux marcher, là, tu sais. Quand le monde dit « Ah, tu vas aller courir 100 km », je fais « Ben non, il y a un moment donné que je vais me reposer. là, Ouais, tu sais. c'est ça. Mais comment tu te prépares à faire ce genre de course-là? Je m'inscris. Puis là, j'ai plus le choix. Faut que j'y aille. Faut que je le fasse. Je comprends bien, tu n'as jamais fait de sentier ici, dans Charlevoix. Non, c'est la première Ça va être fois. la première fois. Ouais. C'est quoi un peu ton appréhension? C'est les crampes. OK. Ouais, parce que comme ça fait longtemps que j'ai pas couru, je sors de quarantaine, j'ai peur que le muscle il soit un petit peu fâché avec moi. Moi, Ouais, j'ai fait du vélo stationnaire, mais c'est pas pas suffisant. pareil. C'est pas pareil. Non. Mais là, merci, ça me permet de me réchauffer. Ça, c'est le fun. Ouais, Mais merci beaucoup, Bruno. Puis ça on, me te fait souhaite, plaisir. on te souhaite une belle course. merci. Bonne course. Et à l'année prochaine. Go, go, go. Oh, 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 hey. Oh. Je me suis rendue au Parc national des Hautes-Gorges pour essayer l'activité sportive, le fat bike, et vous allez voir, c'est pas aussi facile qu'on le croit.
C'est à partir du centre de service Le Draveur, entre le 18 décembre et le 28 mars, qu'il est possible de faire la location du vélo à pneus surdimensionné, une activité qui gagne en popularité depuis quelques années. C'est ça que ça permet de faire du vélo l'hiver, mais d'une façon différente, là. Plus explorer des endroits où on ne pourrait pas aller avec un vélo habituel, là, comme ici. Dans un paysage exceptionnel, le parcours de 7 km offre un aperçu sur la vallée encaissée des Hautes-Gorges et permet d'explorer le site, notamment grâce à d'autres activités hivernales. Ici, d'abord, c'est beau. C'est beau, la piste est toujours bien aménagée. On aime bien ça parce que c'est une piste multifonction. C'est qu'on aime ça venir ici pour faire du fat bike et d'autres activités. Là. On peut faire du ski puis de la raquette. Là. Puis on aime vraiment le coin ici. On appelle ça le Yosemite du Québec. Là. C'est à cause du canyon, la façon que c'est organisé. C'est vraiment beau. Sur 3,5 km, il est possible cette année de rouler sur la rivière Malbaie à partir du secteur de la Pointe aux Inukshuk, dû aux conditions météorologiques. Avertissement, ne pas rouler directement sur la glace. L'adhérence des pneus se fait uniquement sur une surface compacte et enneigée. Arrivé au secteur de l'Équerre, sans trop de mal, un arrêt s'impose. En plus d'avoir accès à un refuge chauffé, il est possible de débuter une autre activité et de continuer l'aventure, soit en raquette, en ski ou même en escalade de glace. Si vous êtes comme moi, vous voudrez terminer le parcours et prendre le sentier vers le centre de service Le Draveur. Le retour en fat bike se fait plutôt rapidement, malgré les côtes parfois prononcées. En longeant la rivière Malbaie, on en oublie presque nos muscles fatigués tellement le paysage est magnifique. On le recommande à tout le monde. On a amené plusieurs personnes ici, les enfants, du monde qui n'avait jamais fait de fat bike, là, justement, parce que c'est pas une piste très difficile, mais qu'est-ce que tu dirais? Modérée? Ouais, c'est adapté pour tout le monde. Ouais, Adapté pour tout le monde. c'est relativement... Ça se fait bien ici. Il n'y a pas trop de grosses montées, mais juste assez pour que les gens sentent la différence, parce que le fat bike est beaucoup plus lourd. Tu as vraiment l'impression de pédaler avec un tracteur. Si vous voulez faire une activité hivernale dans un décor à couper le souffle, je vous recommande fortement le parc des Hautes-Gorges pour toutes ces activités hivernales. Le caribou forestier est en chute libre depuis quelques années, malgré sa réintroduction dans Charlevoix il y a une cinquantaine d'années. Une fois qu'il a été réintroduit, il s'est très bien porté. Hein? C'est des caribous qui ont monté jusqu'à presque 125 individus. Mais depuis ce temps-là, l'intensification de l'aménagement forestier a drastiquement rajeuni la forêt, généré des forêts qui sont plus favorables aux compétiteurs du caribou. Là, on peut penser surtout à l'orignal, aussi au cerf de Virginie dans certains secteurs, qui sont des proies importantes pour les loups, qui augmentent en abondance, puis qui peuvent, puisqu'ils sont plus nombreux, s'alimenter davantage sur une proie vulnérable comme le caribou.
L'augmentation des jeunes forêts a aussi ouvert un immense garde-manger pour l'ours noir, qui lui aussi a augmenté en abondance, puis a augmenté en efficacité, et qui ne rechigne pas là, à manger des jeunes caribous, surtout dans les premiers mois de vie. On a donc, je dirais, déstabilisé l'équilibre qu'on avait dans le paysage entre les vieilles forêts et les jeunes forêts, en faveur des prédateurs du caribou, puis en défaveur du caribou, qui depuis ce temps-là décline à une vitesse malheureusement très accélérée. Le gouvernement du Québec a récemment fait la demande de diminuer le nombre de prédateurs dans le secteur de la réserve faunique des Laurentides et des parcs nationaux de la région. Est-ce qu'à long terme, c'est une bonne solution? Au Canada, c'est une mesure qui est utilisée pour, parmi, là, je dirais, la boîte à outils des mesures extrêmes de conservation là, qui sont mises de l'avant pour aider les populations de caribous. Il faut comprendre que si, en rajeunissant la forêt, on génère de l'habitat plus favorable aux proies et aux prédateurs, puis que les proies et les prédateurs augmentent, puis qu'ils deviennent plus efficaces à chasser aussi grâce aux chemins forestiers, c'est sûr que si on élimine la fin de l'équation en diminuant les densités de prédateurs, ça va temporairement solutionner en partie le problème. Sur le terrain, les trappeurs ont le mandat d'abattre le plus de bêtes possible. Nous avons rencontré un trappeur originaire de Saint-Urbain afin de comprendre comment on trappe le loup gris. D'abord, il faut être propriétaire d'un terrain de trappe sur lequel il y a entre autres des meutes qui circulent. Puis il faut que je pogne 15 bêtes, mais 5 bêtes différentes. Je ne peux pas trapper 15 loups. Il faut que je pogne des castors, il faut que je pogne des martres, il faut que je pogne des renards, il faut que je pogne des laignes, il faut que je pogne 5 bêtes, des loutres. Il faut que je pogne 5 bêtes différentes, puis mais 15 en tout. C'est ça. Ensuite, ça prend un piège qui tuera le loup sans le faire souffrir. Le collet, avec une broche spéciale, là, on le met, on attache ça solide. Puis le collet, on le met à peu près une douzaine de pouces de haut. Là. Puis, il faut installer le piège de sorte que le loup passe sa tête à travers le fil de fer, aussi appelé un collet. Est-ce que vous choisissez un type d'arbre particulier? Moi, ce que je fais, j'apporte, j'emmène de la viande, je mets de la viande dans le bois, puis les loups, ça suit les chemins. Puis le long du chemin, je peux tendre une dizaine de collets le long du chemin, où entre deux arbres, où il peut rentrer pour aller à la viande. Ce qui est le plus difficile, c'est de réussir à en attraper un parce que le piège est placé de façon aléatoire près d'anciennes routes. Il y a tout le temps 100 collets de même, là, où tu t'apportes à des places, puis où les anciens chemins là, refermés, t'en mets là. Après ça, moi, j'y vais à toutes les semaines, je vais voir mes collègues. Parce qu'un collet, si tu mets un piège, comme tu dis, des gros pièges pour pogner les loups, à tous les jours, il faut que tu y ailles le vérifier parce que le loup ne meurt pas. Mais avec le collet, le loup meurt puis il gèle. La viande, tout ne se perd pas, là, il est gelé bien dur. Le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs donne environ 150 $ la bête, ce qui représente pratiquement 50 % de plus que le prix normalement offert pour une peau de loup. Parce qu'ils nous ont donné, l'année passée, ils nous ont donné 100 collets à loup qu'on les tend. À cette année, on dit on vous donne plus de collets, on vous donne 500 pièces pour 5000 nuitées. C'est-à-dire un collet à loup, là, si je le tends, là, une nuit, c'est une nuitée. Si je tends 100 collets à loup, ça me prend 50 nuits pour faire 5000 nuitées. Puis ils vont nous octroyer 500 pièces. Puis les loups, bien, ils nous les achètent, les loups. Ils nous donnent 150 pièces du loup, pas plomber rien. Puis si le loup, il y a voyons, une étiquette d'une oreille, ils nous donnent 200. Puis il y a des loups avec des émetteurs dans le cou. Si on est capable de le libérer sans se faire manger, ils nous donnent 300. On le prend en photo, on le libère, ils nous donnent 300 pièces. Pour le moment, 17 loups ont été attrapés dans le secteur selon les données du ministère. Le nombre de prises pourrait augmenter dans les prochains mois, mais difficile de prévoir. Mais ça, là, c'est la nature. Un loup, sa femelle alpha qui a des jeunes, quand il y a beaucoup de manger, elle a beaucoup de jeunes. S'il n'y a pas de manger, elle va avoir 1, 2 jeunes. Ça se protège de même. Ici, on peut en prendre beaucoup, mais si la manger arrive, ils vont avoir plus les femelles vont avoir plus de loups. Plusieurs études démontrent que la disparition de certaines espèces due au surnombre de prédateurs est en partie reliée à la modification de l'habitat. Je vois le contrôle des prédateurs au-delà du débat éthique que ça peut générer là, dans la population, de tuer une espèce pour en sauver une autre.
Je vois dans ce débat-là un respirateur artificiel pour le caribou, le temps qu'on restaure son habitat. Donc, qu'on fasse un moratoire efficace sur la coupe forestière, qu'on protège davantage de vieilles forêts, qu'on restaure des structures linéaires comme des chemins forestiers, par exemple, pour en refaire des structures très hétérogènes sur lesquelles les prédateurs, surtout le loup, vont être moins efficaces à chasser. Une chose est sûre, il ne faut pas donner l'impression qu'on fait quelque chose parce qu'on déploie des mesures extrêmes de conservation, mais qu'on ne s'occupe pas de l'habitat. Donc ça serait détourner l'attention du public que de dire, bien, on continue le statu quo sur l'aménagement forestier, mais inquiétez-vous pas, on fait du contrôle des prédateurs. Ça, on l'a fait pendant 30 ans dans le parc de la Gaspésie, du contrôle des prédateurs. Puis pendant ce temps-là, on a récolté la moitié des vieilles forêts qu'il y avait autour du parc. Puis regardez où ça nous a mené. On est passé de 250 caribous en Gaspésie à peut-être moins de 40. Donc, l'habitat, c'est toujours la ligne de base. Il faut fournir un habitat à une espèce menacée. C'est régi par la loi, fédérale comme provinciale. Il faut s'en occuper. La tradition du Caplan a pris une tournure bien spéciale cette année, alors qu'un groupe de bénévoles, en s'associant avec les pêcheries Charlevoix, a permis à de nombreux aînés de la région de revivre cette tradition. Mon oncle Noël, déjà jeune, allait chez le voisin, là, M. Gauthier, faire la pêche à la fascine, puis ensuite ils ont fait la leur ici, et on l'exploite depuis ce temps-là. Ce n'est pas d'hier que la pêche au Caplan est prisée sur la côte de Saint-Irénée, une tradition qui a marqué l'imaginaire de plusieurs générations. Du moment où je me souviens, il y a toujours eu une grosse festivité autour du Caplan qui roule, surtout sur la plage de Saint-Irénée, où les gens vont le récupérer là, pendant la période de frai. Parce que tout le monde attendait avec impatience que le petit poisson des premières lunes de mai arrive. Pour récolter une grande quantité de poissons, il faut être bien préparé et ne pas avoir peur de se mouiller. L'outil de prédilection pour les pêcheries Charlevoix est la fascine. La fascine, dans le fond, c'est une trappe en filet avec 2 ailes, une grande qui guide le poisson dans une cage qui est un peu plus au large, à peu près à 200 pieds de la berge. Et il guide le poisson à marée basse qui se retrouve prise au piège dans la cage. Puis nous, quand la marée est à son plus bas, on va vérifier si on a du poisson à l'intérieur, puis c'est là qu'on récupère là, ce qu'on a besoin. Puis sinon, bien, on laisse aller là, le reste à l'eau. Malgré la grande popularité de cette activité printanière, la pérennité commerciale serait menacée. Si je reprenais pas la pêche ici, c'était terminé pour la fascine de l'Anse-au-Sac. Quand j'ai repris ça, en faisant quelques recherches, on s'est rendu compte quand même qu'il y a 5 permis de pêche au Caplan trempe en filet qui sont émis au Canada, dont 2, à mon avis, là, selon mes dernières recherches, qui sont en activité. Il y a moi, ici, à l'Anse-au-Sac, puis il y a aussi M. Robert Mailloux à l'île aux Coudres, qui est en exploitation. Fait que, en activité cette année, sans me tromper, je crois qu'on est 2 à exploiter la pêche à la fascine là, au Canada. Cette année, la pêche au Caplan a débuté plus tôt que prévu. Plusieurs bénévoles, dont Mathieu Bouchard, ont voulu partager le plaisir du poisson qui roule avec la population plus âgée, qui connaît bien cette tradition. En passé, avec des amis, entre autres Jean-François Larocque puis Simon Galarneau de Repère Boréal, on était allés pêcher. Puis l'année passée, on roulait un petit peu plus que les autres années. Fait que là, on a dit, bon, on a trop, qu'on peut peut-être en offrir à d'autres personnes. Fait que là, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'intérêt. Puis surtout, moi, je me rappelle d'une époque où mes grands-parents, ma grand-mère, ça devait être une des plus tannantes, elle appelait ici à tous les jours à la pêcherie Charlevoix. Le poisson roule-tu, le poisson roule-tu, le poisson roule-tu, jusqu'au temps qu'il roule puis qu'il en fasse un mets recherché chaque année. Puis c'était plus, moi j'en mangeais aussi, mais c'était plus les personnes âgées qui étaient... qui attendaient après le poisson. C'était comme le mets du printemps après l'hiver, quand l'hiver avait été dur. Le poisson roulait au mois de mai. Pour Julie Gauthier, l'idée de redonner au suivant allait de soi. C'est un regroupement de citoyens de les éboulements Saint-Irénée, puis finalement d'un peu partout. Je pense qu'ils se sont
liés ensemble pour pouvoir offrir aux gens, c'est ça, plus âgés ou qui ont de la difficulté à se déplacer pour venir chercher le poisson. Fait qu'ils ont décidé là, d'aller le livrer. Puis moi, je leur ai offert de venir le pêcher ici, de l'emballer dans nos installations. Puis c'est toute leur équipe là, qui ont fait la livraison par la suite là, à travers Charlevoix. Officiel, une famille de Cap-Blanc, envoyée par le bon Dieu, direct à matin. Allez-là, quelqu'un! Allume un lampion! C'était tellement beaucoup de poissons, parce que 700 livres de poissons, c'est beaucoup quand même pour une petite entreprise comme qui l'a donné au complet. J'ai même dit à Julie, je dis, on va essayer de peut-être trouver des commanditaires pour combler le déficit de ta pêche. Puis elle dit non, elle dit, on offre à tout le monde. Puis cette année, surtout en temps de pandémie, c'est le temps de faire des gestes qui font la différence. Au total, plus de 200 foyers à travers Charlevoix ont reçu un sac de 3 livres de Caplan. La nostalgie était palpable. Il y avait 5 équipes de 2. Il y en a qui ont fait la Malbaie, Saint-Hilarion, Notre-Dame-des-Monts. Moi, j'ai fait Baie-Saint-Paul avec une autre équipe, même l'île aux Coudes. Il y avait des gens de Petite-Rivière Saint-François, il y avait des gens aussi de Saint-Siméon. La seule chose qu'on regrette un peu, c'est qu'on aurait voulu se rendre livrer jusqu'à Petite-Rivière, jusqu'à Saint-Siméon, mais faute de bénévoles, on est obligé de faire des points de chute à Baie-Saint-Paul puis à la Malbaie. Mais le geste était de redonner aux suivants. Puis nos grands-parents, on est aujourd'hui ici grâce à eux quand même. C'est eux autres qui ont construit Charlevoix. Puis surtout dans la période qu'on vit présentement, nous, on a fait le tour, puis les gens étaient tellement heureux de nous voir. T'sais, on arrivait chez eux, ils nous contaient leurs histoires de poissons, ils nous contaient plein d'histoires. Tu voyais qu'ils avaient envie qu'on reste avec eux autres, même si on avait un masque d'en face, on était à distance. Malheureusement, il fallait se déplacer parce qu'on avait plus. On a fait 230 personnes, 230 familles en tout. Là. Élisabeth Pailleur, pour TVCO.